Je voudrais commencer par revenir un tout petit peu sur le point de départ qu'évoquait à l'instant Colette Tron, à savoir l'art du contrôle. Rappeler un tout petit peu de quoi il s'agit, si on peut dire. Et d'abord rappeler de quoi il s'agit sous le nom de société de contrôle. Je crois que le micro, il y a un petit problème. Les sociétés de contrôle que Gilles Deleuze définit en se référant à William Burroughs et en les différenciant de ce que Michel Foucault appelle les sociétés disciplinaires, ce sont des sociétés qui ne reposent pas sur la coercition, dit Gilles Deleuze, mais sur la modulation. Et ce sont des sociétés qui conduisent à ce que, dans un texte que je vais montrer tout à l'heure, Gilles Deleuze appelle, en faisant un emprunt à Félix Guattari, des processus de dividuation. Enfin, plus exactement, il ne dit pas les processus de dividuation, il dit les productions de ce qu'il appelle des dividuels, ou de ce que Guattari appelle des dividuels, c'est-à-dire ce qui résulte d'une désindividuation. Un individu, le mot individu, signifie que l'individu n'est pas divisible, tout simplement. Il est indivisible. Il est individuel. Et l'individuation, c'est le fait de devenir de plus en plus un et indivisible, si je puis dire. Mais ce que soutiennent Guattari et Deleuze à propos des sociétés de contrôle, c'est que ce sont des sociétés qui produisent de la dividuation, ou on pourrait dire de la désindividuation. C'est dans ce contexte, alors ça concerne les sociétés un peu de l'époque de ce que Jean-Luc Godard vient de nous montrer. D'ailleurs, ce que fait Godard, c'est une sorte d'art du contrôle. Ça correspond, je crois, assez précisément, pour ne pas dire très précisément. Vous avez vu qu'il est question de la télévision en permanence, en réalité. C'est l'enjeu. Godard fait un film avec l'INA. L'INA, c'est la télévision. Et comment faire quelque chose avec la télévision, c'est-à-dire avec le contrôle. Puisque ce qui est à la base des sociétés de contrôle, ce sont les industries de programme, ou ce que Adorno appelait l'industrie des biens culturels. C'est dans le contexte de l'analyse de ces sociétés qu'il y a cette lettre, dont là je présente une transcription en anglais parce que je n'en ai pas trouvé en français. C'est sur un site américain où Gilles Deleuze écrit à Serge Danet, à la suite d'un livre de Serge Danet célèbre qui s'appelle La Rampe, et où Serge Danet s'exprime sur la télévision. Vous savez sans doute, en tout cas certains d'entre vous savent, que Serge Danet tenait une chronique dans Libération qui s'appelait « Le salaire du zappeur ». J'ai eu le grand honneur d'ailleurs d'accueillir Serge Danet dans une exposition que j'ai faite au Centre Pompidou, puisque c'était une exposition qui reposait sur des ateliers de production vidéo ouverts au public du centre. Tous les gens qui visitaient l'expo pouvaient venir, et Serge Danet encadrait cet atelier de montage vidéo. Donc Serge Danet a un échange épistolaire avec Deleuze, et dans lequel Deleuze revient sur un discours que tient Danet dans La Rampe, où il parle d'abord de la métaphysique de Platon comme de ce qu'il appelle une photologie. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais où surtout Serge Danet emprunte à Jacques Derrida le concept de supplément. Et il pose que, par exemple, la télévision, ou la photologie, ou toutes les technologies du cinéma, les industries culturelles, comme l'écriture pour Socrate et pour Derrida, est un supplément. Et que, comme l'a montré Derrida dans un texte que je commente pas tellement d'ailleurs, mais auquel je me réfère très souvent, qui s'appelle La pharmacie de Platon, le supplément est un pharmacone. C'est-à-dire que c'est une réalité qui peut être toxique, qui d'ailleurs la plupart du temps est toxique, mais que la seule manière de combattre cette toxicité, c'est de la retourner pour en faire une curativité ou une thérapeutique. Si vous penchez un petit peu sur les sociétés appelons-les, je ne sais pas comment les appeler, traditionnelles, bon.
disons les sociétés qu'on appelait autrefois primitives, qu'on appelle aujourd'hui les peuples premiers, très souvent, ces sociétés sont basées sur une pratique d'un poison. Les Terra Muaras, par exemple, ça a été rendu très célèbre par Antonin Artaud. Mais disons, ces rituels sont très souvent des rituels du poison, y compris du serpent. Les Hopis, par exemple, les Indiens Hopis, jouent avec des serpents à sonnettes, les crotales, qui sont extrêmement venimeux et dangereux. Et le rituel du serpent consiste finalement à faire avec le poison du serpent, et bien finalement la base de la société, c'est-à-dire la curativité. En réalité, moi je pense aussi un tout petit peu, en disant cela, à, comment s'appelle cet grand homme qui vient de mourir, qui a parlé du mimétisme, René Girard, merci. Je pense un tout petit peu aussi au pharmacos, le bouc émissaire, qui apparaît quand le pharmacone devient très toxique. On cherche un pharmacos pour en trouver la cause, qui est la cause du poison, du fait que le poison est devenu toxique. Alors on va aller sacrifier, massacrer quelques victimes expiatoires, comme on les appelle. Ça marche dans toutes les sociétés, dans tous les sens, et nous le faisons tous en permanence. Nous en apercevons même pas. Moi, je travaille là-dessus, sur la pharmacologie, c'est-à-dire pourquoi il y a des pharmacas, comment on produit des boucs émissaires et comment on n'y échappe jamais, comme le disait René Girard d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ce que Deleuze dit, c'est qu'il faudrait faire avec ce supplément qu'est par exemple la télévision, un art du contrôle, dit Deleuze. Donc, en reprenant cette problématique des sociétés de contrôle, qui est développée dans deux textes principalement d'ailleurs, un entretien avec Tony Negri et ce texte-ci que je vous recommande de lire. Voilà. Moi, je discute depuis assez longtemps de ces hypothèses de Deleuze, pas très longtemps, mais disons une quinzaine d'années. J'ai basé je dirais, la deuxième période de mon travail, depuis la misère symbolique, sur une réinterprétation de cette découverte de Gilles Deleuze. Je dis une découverte, pour moi c'est une bifurcation, disons. Donc je crois que Gilles Deleuze, lorsqu'il a lancé cette discussion sur les sociétés de contrôle, a bifurqué par rapport à, par exemple, tout ce qui était dans l'anti-Oedipe, les machines désirantes, etc. Il est entré dans quelque chose de nouveau. Tout comme quand il a démarré l'anti-Oedipe avec Guattari, il est entré dans quelque chose de nouveau par rapport à différence et répétition. Alors, j'ai proposé donc l'an passé, ici, de réfléchir à un art de l'hypercontrôle. Et en disant cela, j'ai enchaîné sur Deleuze, en fait, et Guattari, en y proposant moi-même une sorte de bifurcation. Je reprends les analyses des technologies de contrôle, des sociétés de contrôle, de la modulation, de tout cela, mais en parlant d'hypercontrôle dans le contexte du capitalisme contemporain, de ce qu'on appelle le capitalisme des data, la data économie, qui fait des data, c'est-à-dire de vous et moi en fait, de ce que nous produisons, sa matière première. Et je m'y intéresse alors en un sens un petit peu différent de Deleuze et de Guattari, parce que Deleuze et Guattari n'affectionnent pas beaucoup la phénoménologie, mais moi je suis venu de la phénoménologie. Et donc je dis que les data, ce qu'on appelle les data, les traces qu'on produit avec nos smartphones et tout ça, ce sont des rétentions, au sens de Husserl, du philosophe allemand Edmund Husserl. J'ai développé tout ça en détail, si ça vous intéresse, dans ce livre-là. Mais surtout, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que l'exploitation automatisée, mathématisée, se produisant aux 2/3 de la vitesse de la lumière, pour être précis, donc, à 200 millions de mètres par seconde, exploitation de traces que nous produisons à 60 mètres par seconde, fait que les rétentions que nous produisons et que nous laissons sur ces réseaux sont réexploitées à 200 millions de mètres par seconde, c'est-à-dire 4 millions de fois plus vite que nous, et elles sont transformées en protensions, c'est-à-dire en rapport à l'avenir, parce que Husserl appelait des protensions. Husserl disait une conscience est constituée de rétention, rapport au passé, ce que je retiens du passé. Rétention, ça vient du verbe retenir, ce que je retiens, sous forme de traces, qui sont des traces mnésiques que j'ai dans le cerveau, pour être plus précis, des circuits synaptiques, et des protensions, c'est-à-dire ce que Freud appelait des charges
dans les neurones. Des charges que je vais tenter de décharger. Et qu'on peut appeler des pulsions, des désirs, des volitions, des attentes, etc. etc. Merci bien. Ces rétentions et ces protensions, donc, en principe, elles constituent l'appareil psychique. Et non seulement l'appareil psychique, mais l'appareil noétique, c'est-à-dire le processus par lequel on pense. Il y a toute une dimension de la psyché qui ne pense pas, qui n'est pas dans la pensée, il y a d'autres dimensions que la pensée, évidemment, à l'appareil psychique. Mais avec ces technologies de traitement à la vitesse de la lumière, enfin aux 2/3 de la vitesse de la lumière des datas que nous produisons, eh bien, nous n'avons plus de protension en réalité. Nos datas sont exploitées par des systèmes pour produire des protensions qui ne sont pas les nôtres, mais dont nous croyons que ce sont les nôtres, qui nous leurrent pour nous les faire adopter. Pourquoi? Parce que ça sert à faire toutes sortes de choses, du placement de produits, etc. Ça sert des business models. Si vous voulez regarder ça de près, il y a ce livre-là, mais il y a aussi un article qui est beaucoup plus court que de ce livre-là, qui n'est pas de moi, d'Antoinette Rouvroy et Thomas Berns, qui s'appelle « La gouvernementalité algorithmique », qui reprend ces questions, mais du point de vue des analyses. Il y a Deleuze et aussi Simondon, mais il y a également Foucault qui est en arrière-plan. Et je vous recommande ça parce que ça, c'est des concepts et c'est du solide. C'est pas de la gnognotte, comme dit ma maman. C'est pas de la pisse de chat. C'est pas de la pisse de chat à la François Hollande et consorts. Tous ceux qui ne veulent plus penser et qui ne veulent plus passer par les concepts. Et qui après nous déçoivent. Alors la question que pose Deleuze à Danet, c'est est-il possible de faire un art de l'hypercontrôle, un art du contrôle. Moi, j'essaye de réfléchir à la possibilité, disons, j'ai ouvert une discussion avec des amis, dont Colette Tron et quelques autres, y compris de l'école d'art d'Aix-en-Provence, sur la possibilité de développer un ars du contrôle, de l'hypercontrôle. Je dis ars, c'est du latin, ars. Ars industrialis, par exemple, c'est du latin. Et l'ars, ça n'est pas simplement l'art. Chez nous, l'art, c'est l'art de Vasarely, par exemple. Mais l'ars, c'est plus trivial. C'est avant l'apparition de l'artiste, de son égologie, etc., etc. Et c'est ce qui, qualifie les arts et métiers, par exemple. Alors ça s'écrit A-R-T-S, bien sûr, mais les arts et métiers, le Conservatoire national des arts et métiers, c'est ce qui sonne dans art, c'est plutôt ars, c'est-à-dire les métiers, justement. Les techniques et les métiers. Ce sont les techniques, les arts. Gilles Deleuze, avec Danet, parle d'un art du contrôle, mais cet art du contrôle, chez Deleuze, c'est un art de la résistance. Et moi, je ne crois pas à la résistance. D'ailleurs, celui qui m'a appris vraiment qu'il fallait se méfier de ce concept de résistance, c'est justement Gilles Deleuze. C'est justement Gilles Deleuze qui a dit « Méfiez-vous de ces discours de la résistance, c'est des trucs de ce qu'il appelait, dans son livre sur Nietzsche, la réactivité. » Ce qui n'est pas sans rapport avec les réactionnaires, c'est-à-dire ce qui refuse le devenir. Voilà. C'est Deleuze beaucoup qui m'a appris ça. Et puis, tout à coup, quand il est devenu critique par rapport à sa deuxième période, eh bien, il s'est mis à revendiquer lui-même le discours de la résistance. Alors je me dis, tiens, c'est bizarre. Comme si Deleuze, tout à coup, régressait en deçà de Nietzsche. Et je pense que c'est dommage. Moi, je ne crois pas à la résistance. C'est idiot ce que je viens de dire, bien entendu, que si, par exemple, on parle de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation, il y a des résistants, heureusement, mais la résistance n'est là que pour pouvoir élaborer le temps de l'invention. Par exemple, le programme, comment on appelle ça, le programme du CNR, du Conseil national de la résistance. Ça, c'est pas de la résistance, c'est de l'invention. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que la question est aujourd'hui de faire des ars de l'hypercontrôle qui sont des formes d'invention, qu'il faut inventer de nouvelles techniques, autrement dit, et pas simplement de nouvelles œuvres, ou de nouveaux énoncés, ou de nouveaux discours. De nouvelles manières de faire des mondes aussi, comme dit l'autre. Et ça, pour moi, ça signifie les manières de faire des mondes, comme dit Nelson Goodman. Je ne suis pas un Goodmanien à proprement parler, mais j'ai toujours trouvé cette expression superbe.
ça consiste à produire ce que j'appelle les circuits de transindividuation. Et je reviendrai sur ces mots bientôt, sur ce mot, transindividuation, circuit de transindividuation, processus de transindividuation. Ce que je crois, c'est que pour aujourd'hui, pour produire des circuits de transindividuation, il faut produire de nouveaux instruments, de nouvelles techniques, pour une raison très précise, c'est que les instruments actuels et les techniques actuelles, que je connais bien, j'en développe, je travaille dessus en permanence, avec beaucoup de monde d'ailleurs, ce ne sont pas des instruments de transindividuation, ce sont devenus des instruments de transdividuation. Et ça, c'est ce qu'avec Thomas Berns et Antoinette Rouvroy, nous essayons de décliner avec pas mal d'autres personnes maintenant, en essayant de montrer que précisément c'est lié d'ailleurs à des problèmes d'arithmétique, de calcul, d'algorithmique, de mathématiques, et on y reviendra tout à l'heure, en passant peut-être un tout petit peu par René Thom. Enfin, moi je revendique, voilà, je propose aussi au monde artistique, parce que ce que je propose là, je vais le développer dans un instant, c'est une coopération entre toutes sortes de disciplines, de profils, de centres d'intérêt. Je propose de renouer avec le discours de Jean Renoir, par exemple, qui disait dans Ma vie et mes films que le cinéma, comme la peinture, comme l'art en général, avait foncièrement à voir avec l'invention technique. Et que la modernité se définissait en partie par la conscientisation de ce rapport avec l'invention technique. Pas simplement d'inventer des formes en faisant des œuvres, mais par exemple inventer le travelling. Voilà. Il y a tout un chapitre dans Ma vie et mes films de Jean Renoir où il explique comment il a inventé le travelling et comment il a inventé ça en pensant à son père Auguste, qui lui-même avait non pas inventé la chimie des couleurs, mais avait pensé la chimie des couleurs et avait pensé l'impressionnisme en fonction de la chimie des couleurs, c'est-à-dire une transformation technique de la peinture. Alors, je crois que pour mettre en œuvre un programme ambitieux comme cela, un art de l'hypercontrôle, il faut d'une part reconstituer ce que j'appellerais, en citant Emmanuel Kant, les finalités sans fin des arts et métiers. C'est-à-dire qu'il faut inscrire comme ars les arts dans l'horizon, comme ars, c'est-à-dire comme technique, comme nouvelle façon de faire, de nouveaux métiers, de nouveaux savoirs, de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-vivre, de nouveaux savoirs spirituels, conceptuels, théoriques, esthétiques. Il faut inscrire ça dans une économie politique. Il faut revenir un peu à Bertolt Brecht, il faut revenir aux choses sérieuses, il faut arrêter de nous gargariser de tout ce dont nous sommes fait bassiner et qui nous a emportés dans une perte de vue complète de ce qu'est le rôle, par exemple, d'un artiste, d'un scientifique, d'un militant, d'un citoyen, au sens où Jean-Luc Godard en parle, d'un cinéaste. Et qu'il faut comprendre que dans l'économie politique du capitalisme de l'hypercontrôle, ce qui est en jeu, c'est une déséconomie libidinale absolument majeure où le moi et le ça, au sens de Freud, et au sens où Freud décrit dans ce texte-là, c'est sa dernière grande description, 1923, de l'appareil psychique, et c'est ça la base sur laquelle il terminera son œuvre. C'est sur cette base-là qu'il écrira Malaise dans la civilisation, Moïse et le monothéisme, etc. Il faut voir que cette économie libidinale et psychique que Freud a décrite est aujourd'hui en ruine. C'est pour ça qu'il y a eu des tas de morts hier soir. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, je m'en fous. Et ça suppose de comprendre que dans ce texte, Freud dit il faut transformer les pulsions en investissement, c'est-à-dire en désir, c'est-à-dire en protension, et qui sont des protensions qui doivent être à la fois psychiques, c'est-à-dire nos protensions à chacun d'entre nous individuelles. Je rêve de telle personne, je rêve de faire ceci, je voudrais faire cela, etc. Ce que j'appelle nos protensions collectives, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler aussi nos croyances. Gilles Deleuze, dans un texte fondamental, qui est le 2e volume de Philosophie et cinéma, c'est-à-dire l'image-temps, dit qu'il faut croire en ce monde et qu'il faut, comme le dit Nietzsche, inventer une nouvelle croyance. Alors ça demande beaucoup d'interprétation. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un monde de mécréants dans lequel
comme celui dans lequel nous vivons, un monde où les protensions, par exemple, ne sont plus du tout les vôtres, elles sont produites par des automates qui vont 4 millions de fois plus vite que vous, les gens ont besoin de protensions, de croyances, de projections. Et quand ils n'en ont pas, ils en fabriquent fantasmatiquement. Et ces fantasmes sont exploités par des malveillants, qui ne sont pas forcément que des djihadistes d'ailleurs. Hein. Il y a toutes sortes de malveillants. Et ça donne des catastrophes. C'est ça la question de l'art de l'hypercontrôle, c'est de faire face à cette situation catastrophique, également au sens de René Thom, et j'y reviendrai dans un instant. Deuxièmement, ça suppose de projeter ces finalités sans fin, au sens de Emmanuel Kant, la finalité sans fin, chez Kant, c'est la condition de la raison, et notamment de la raison esthétique telle qu'elle fait l'expérience de la beauté, du sublime, de l'œuvre d'art, etc., etc. Il faut pouvoir projeter ces finalités, c'est-à-dire ces protensions, parce que ce que Kant appelle des finalités, ce sont des protensions, dans un processus d'individuation collective. S'il ne se projette pas à un plan collectif, ça ne fonctionne pas. Par exemple, Marcel Duchamp, qu'est-ce qu'il a produit? Des œuvres? Est-ce qu'il a produit des œuvres? Il s'en foutait pas mal de faire des œuvres, Marcel Duchamp. Il a produit des façons de vivre. Une façon de vivre. Mais à travers cette façon de vivre, il a tracé des circuits de transindividuation. C'est-à-dire qu'il a fait du collectif. Un artiste, c'est un individu qui, en s'individuant, c'est-à-dire en devenant ce qu'il est, généralise son individuation et constitue une époque. L'époque de Manet, l'époque de Duchamp, l'époque de Louis-Ferdinand Céline. On pense ce qu'on veut de Céline, mais Céline, c'est une époque, etc., etc. Et en faisant cela, qu'est-ce qu'il produit? Mais ce n'est pas seulement l'artiste, le scientifique aussi, le juriste aussi, le citoyen aussi, le vrai citoyen, le philosophe aussi, l'ingénieur. Tous ceux qui œuvrent, qui produisent des œuvres, ils produisent une potentialité collective, c'est-à-dire une projection dans l'avenir qui produit ce que Lordon appelle un imperium. Il reprend un concept de Spinoza, Frédéric Lordon, qui en fait décrit ce qu'il en est de la puissance. La puissance, c'est un concept qui ne vient pas du tout de Spinoza, c'est un concept qui vient d'Aristote. Aristote, dans l'élaboration de son ontologie formelle, a élaboré d'abord deux grands concepts, c'est energeia et dynamis. L'energeia, c'est les conditions de l'actus, comme on dit en latin, c'est-à-dire de comment la chose passe à l'acte, s'actualise, produit un acte au présent. Et la puissance, eh bien, c'est la dynamis, c'est-à-dire ce qui s'accumule comme potentialité qui peut passer à l'acte ou pas. Potentialité bonne ou mauvaise. Ce sur quoi travaille René Thom, que j'ai invité en 1989 dans le laboratoire que j'ai créé cette année-là d'ailleurs à l'université de Compiègne, c'est cette question qu'il reprend Aristote. Je l'avais invité précisément pour que nous parlions d'Aristote devant ses élèves ingénieurs de l'université de Compiègne. Alors, une fois qu'on a dit cela, ce que j'essaye de faire moi avec mon petit institut et une bande d'amis dans le monde, c'est de mettre au point une démarche commune. Je dis bien une démarche, je ne dis pas une méthode. Une démarche, mettre en commun des attentes, des prétentions et des axiomes aussi, pour pouvoir appréhender ensemble les technologies de l'hypercontrôle qui dominent le monde aujourd'hui, à mon avis très dangereusement, je vais vous dire pourquoi dans un instant, à travers une étude qu'on appelle l'étude des techniques digitales. Alors, les techniques digitales, pour nous, c'est Aliri, ça c'est par exemple le site sur lequel vous pouvez trouver ce qui se passe dans le Digital Studies Network, qui est un réseau où il y a des gens d'Europe, des États-Unis et d'Asie, pour l'essentiel, des chercheurs, plutôt, en général d'universités, pas seulement de centres de recherche, de personnalités aussi des fois, individuelles. Nous essayons d'appréhender la réalité qu'on appelle humaine, moi je l'appelle plutôt noétique,
à partir du digital. Mais le digital, pour nous, ce n'est pas simplement le numérique. Ça, c'est Franck Cormeret qui a beaucoup insisté sur ce point. Le digital, c'est ça, avec lequel on peut faire ça, d'ailleurs. Vous voyez, ça. Ça, c'est le digital. C'est une expression. Et puis, on peut faire 2, 3, on peut compter. C'est comme ça qu'on apprend à compter, sur ses doigts. Et nous nous intéressons, nous, au rapport entre le corps, l'esprit et les objets techniques, qui créent des circuits que nous appelons organologiques et qui permettent à des individus, en partageant des organes artificiels, un boulier par exemple, ou un tatouage qui est un organe artificiel sur mon corps, etc., de créer des circuits de transindividuation, c'est-à-dire des sociétés. Et nous pensons que les technologies numériques actuelles, les algorithmes, des ordinateurs réticulés, parce que ce sont aujourd'hui il y a 2 milliards d'ordinateurs réticulés qui font, voilà, ce sont les 2 milliards de smartphones qu'il y a sur la planète, qui sont tous interconnectés. C'est le dernier stade de cette organologie qui est aussi une pharmacologie. C'est-à-dire que cette organologie, elle est constituée par des pharmacas, c'est le pluriel du grec pharmakon, et ces pharmacas sont des poisons et des remèdes. Et la grande question qui se pose, la grande responsabilité qui est celle des citoyens, des artistes, des scientifiques, des juristes, des philosophes, des médecins, des pharmaciens eux-mêmes, c'est de faire en sorte que les pharmacas soient plutôt curatifs et moins toxiques. Nous sommes là pour ça. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui parler ici d'ailleurs. Et nous pensons, nous, dans ce groupe, que là-dessus, je crois que nous avons tous un accord, dans ce groupe, qui est composé d'une trentaine d'institutions, que nous pensons que les datas, aujourd'hui, les datas produites par les algorithmes, produisent une très grande toxicité parce qu'ils détruisent les protensions, c'est-à-dire les désirs, les éléments de compréhension. Pour le dire dans un langage que je développe beaucoup par ailleurs, je ne parlerai presque pas de ce langage-là ce soir, mais c'est mon langage principal, produisent de la prolétarisation. La prolétarisation, c'est ce qui a été décrit en premier par Socrate, qui n'a pas employé le mot, mais qui a bien décrit la chose, et ensuite ça a été théorisé à l'échelle de l'économie politique du capitalisme par Marx et Engels, dont je vous parlerai tout à l'heure pour finir. Alors, ayant rappelé tout cela, et avant de vous parler un petit peu de Derrida et de la différence avec un A, il faut que je vous parle maintenant d'un trait spécifique de l'hypercontrôle que Deleuze ne pouvait pas voir, qu'il pouvait sentir, et d'ailleurs à mon avis il le sentait, mais il ne pouvait pas le voir, parce que je pense que personne ne le voyait encore. C'est la disruption. La disruption qui est un processus qui se déroule depuis à peu près l'époque où Deleuze commence à parler des sociétés de contrôle d'ailleurs, qui est aussi l'époque du film de Godard qu'on a vu à l'instant, et qui est maintenant théorisée, la disruption, très systématiquement aux États-Unis, parce que ce qu'on appelle les GAFA, ou la Silicon Valley, les nouveaux acteurs, vous savez, ceux qui arrivent à gagner 100 milliards de dollars en 10 ans, et à accumuler comme ça une puissance colossale. Eh bien, leur théorie, c'est que c'est à travers la disruption qu'on gagne vraiment beaucoup d'argent. Et la disruption, c'est ce qui consiste à, d'une part, court-circuiter les processus de transindividuation que produisent les systèmes sociaux. Ce que j'appelle les systèmes sociaux, c'est l'art, c'est le cinéma, c'est le droit, c'est l'éducation, telle que, par exemple, l'éducation nationale la programme, mais aussi l'éducation telle que les traditions familiales de France moderne les ont élaborées. C'est le langage lui-même qui est un système social, au sens de Niklas Luhmann, etc., etc. En fait, toutes nos relations sociales sont constituées parce que, par exemple, chez les structuralistes, on appelle des structures sociales, mais chez Bertrand Gilles et Niklas Luhmann, ce ne sont pas simplement des structures sociales, ce sont des systèmes sociaux. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont ouverts, des systèmes ouverts, et qui sont constitués par des équilibres métastables. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est assez proche du problème que pose René Thom, d'ailleurs. Ce que soutient Bertrand Gilles et ce que soutient également Niklas Luhmann, c'est qu'une société ne peut pas durer si on détruit ses systèmes sociaux. Alors cette question de la destruction des systèmes sociaux a été posée à la fin du XIXe siècle ni par Niklas Luhmann
ni par Bertrand Gilles, mais par Émile Durkheim, qui a appelé ça l'anomie, et qui a montré que le grand problème de la société industrielle, de la division industrielle du travail, de la prolétarisation, etc., c'était le risque de produire de l'anomie, anomos, c'est-à-dire destruction des systèmes sociaux, destruction du droit. C'est-à-dire quoi? Règne de la barbarie. Eh bien, nous y sommes. Nous y voilà. Un siècle, un peu plus d'un siècle après Durkheim, nous vivons ce que craignait Durkheim. Et pas seulement Durkheim, car il y en a beaucoup d'autres qui ont dit cela. Freud, par exemple. Et en fait, il y en a un très grand nombre, Paul Valéry, mais je n'en parlerai pas ici. On a toujours écarté ce qu'il disait, parce que ça faisait faire des cauchemars, et que nous sommes tous assez lâches. Nous préférons dormir plutôt que de nous réveiller. Donc nous ne voulons pas faire de cauchemars, et nous disons, mais non, ça va s'arranger. Eh bien, ça ne s'arrange pas du tout. Et comment est-ce que les systèmes sociaux sont détruits et court-circuités par la disruption? Qu'est-ce que c'est que la disruption? C'est le développement de la technique qui va toujours beaucoup plus vite que les systèmes sociaux. Et qui fait que les systèmes sociaux qui cherchent à s'approprier la technique, quand ils ont trouvé le moyen de se l'approprier, elle n'existe plus cette technique, elle est devenue une autre technique. C'est le fait que vous arrivez toujours trop tard, parce que l'innovation va toujours beaucoup plus vite que vous. 4 millions de fois plus vite que vous, d'une certaine manière. Et c'est ce qui se produit à travers la data economy, qui repose sur la captation de vos données en permanence, et ne vous en rendez pas compte, mais de plus en plus, vous confiez vos données à ces systèmes, et de plus en plus, vous êtes télécommandés, téléguidés par ces systèmes, qui sont extraordinairement efficients, et passionnants d'ailleurs. Pour éclaircir peut-être un malentendu qui pourrait surgir, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques malentendus ici depuis quelque temps, je ne dis pas du tout cela en disant qu'il faut rejeter les data, les réseaux, et qu'il faut se déconnecter. Pas du tout. Je développe d'ailleurs des systèmes de réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que le pharmacone est toujours toxique et qu'il ne faut pas être des niais par rapport à ça. Et qu'il faut assumer ses responsabilités. Si on veut être artiste, professeur, scientifique, philosophe, il faut faire son boulot. Et son boulot, c'est d'avoir les yeux en face des trous. Et ce n'est pas d'aller raconter le blabla du storytelling qu'on nous promeut partout, à droite, à gauche, de toutes parts maintenant, évidemment, parce que à peu près tous les organes de communication appartiennent au système qui développe tout cela, donc c'est un peu difficile d'être autonome. Le deuxième point que je voulais dire à propos de la disruption, c'est que la disruption, telle qu'elle se développe depuis, disons, une trentaine d'années, une vingtaine d'années, elle a surtout explosé avec le web, parce que le web, c'est ce qui est à l'origine de tout cela, cette connectivité, et c'est la connectivité numérique qui a permis l'accélération foudroyante de la disruption. Eh bien, cette disruption, elle accélère l'accomplissement de l'Anthropocène. Ce que j'appelle l'accomplissement de l'Anthropocène, ce n'est pas simplement le problème du changement climatique dont il va être question dans 15 jours, même pas à Paris, au sein de la conférence de l'ONU, c'est plus généralement l'accomplissement de ce que Nietzsche appelait le nihilisme, comme destruction de toutes les valeurs, dont il disait ça s'accomplira complètement d'ici à 200 ans. Et le nihilisme comme destruction de toutes les valeurs, c'est ce qui produit de l'entropie, au sens où vous avez remarqué à un moment donné, Godard a dit « Quoi, qu'est-ce que vous avez dit à propos de l'information là ?»« Ah non, l'entropie, non, c'est trop compliqué à dire, René Thom. » En fait, René Thom a eu un conflit sur l'entropie. Et c'est là que je ne suis plus René Thom. Il a écrit un article très important dans la revue Le Débat en 1993 qui s'appelle « Halte au hasard, silence au bruit ». Et où il est entré en conflit avec Prigogine, Henri Atlan, beaucoup d'autres, sur la question de l'entropie, de l'ordre, du désordre, etc. C'est un sujet très chaud. Mais l'entropie, c'est le problème de l'Anthropocène. L'Anthropocène, ça n'est pas simplement l'Anthropocène avec un A et un H, c'est-à-dire l'ère de l'homme qui est devenu une puissance géologique qui transforme, qui est plus puissant que les forces telluriques, mais c'est aussi l'augmentation de l'entropie à très 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 grande vitesse. La disruption, c'est ça. Et c'est ce qui produit des catastrophes d'égalisation qui conduisent à finalement des questions qu'on verra être tout à l'heure, des questions de survie des espèces, y compris de la nôtre. L'Anthropocène qui s'accomplit avec la disruption, c'est quelque chose qui relève de ce que, au début du XIXe siècle, Hölderlin aurait appelé
la détresse. Pourquoi des artistes, des philosophes, des scientifiques et des médecins et des pharmaciens et des poètes en temps de détresse? C'est ce que demandait Heidegger dans un texte sur lequel a beaucoup ironisé Raymond Queneau, puisque Raymond Queneau disait, bon, très bien, il écrit ça, et en même temps, il a porté la croix gammée en tant que recteur de l'université de Fribourg. Bon, on va laisser ce problème de côté. Demandons-nous, quant à nous aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque de Fribourg, ni de Raymond Queneau, demandons-nous, qu'est-ce que la détresse aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, en France, c'est la détresse. Là, nous connaissons la détresse. Et ce n'est qu'un début, mes amis. Et la détresse, c'est aussi l'Anthropocène. L'Anthropocène qui à l'époque de Hölderlin, conduira effectivement, commencera, parce que Hölderlin, c'est un des premiers témoins de l'Anthropocène. Si on suit les historiens qui essayent de faire une histoire de l'Anthropocène, je pense en particulier à Fressos et Bonneuil, qui ont écrit l'événement Anthropocène, l'Anthropocène commence 30 ou 40 ans avant Hölderlin. Hölderlin qui va devenir fou à peu près au moment où d'ailleurs on va inventer la théorie de l'entropie. Enfin, découvrir la théorie de l'entropie. Je vais vous en reparler dans un instant. Hölderlin qui va dire aussi, cependant, là où les dangers, là aussi croit. Ce qui sauve, tout le monde connaît ça, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens ne connaissent que ça d'ailleurs, et de Hölderlin et de Heidegger, puisque c'est Heidegger qui a repris tout cela. L'Anthropocène, c'est ce qui menace, comme entropie généralisée, l'humanité en tant que telle, et pas simplement l'humanité, pas simplement comme changement climatique, mais aussi comme pollution atmosphérique, comme destruction de l'esprit, comme croissance de la bêtise systémique. J'ai beaucoup développé ça pendant une dizaine d'années, mais j'ai aussi beaucoup cité un article, dont vous avez peut-être entendu parler, The Functional Stupidity, qui a été publié dans la plus grande revue de management, qui s'appelle The Journal of Management, de la City de Londres, expliquant que c'est par la bêtise qu'il faut manager les équipes de traders, de top management, etc. C'est la bêtise qui rapporte de l'argent. C'est intéressant ça comme discours. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la bêtise systémique est en train de produire ce qu'un numéro de la revue Esprit a appelé la folie ordinaire. C'est-à-dire le fait que nous sommes tous plus ou moins condamnés à devenir fous. Je parle très sérieusement. Marc-Olivier Padis, qui a fait l'introduction de ce numéro, montre qu'aujourd'hui, la maladie mentale est la condition la plus répandue, maladie mentale au sens large, dépression, manie, etc., etc., et que ça ne va faire que s'aggraver. Je ne vais pas développer ce point, je suis en train d'écrire un livre en ce moment là-dessus, mais je dirais que simplement ça a à voir avec l'hubris, ce que les Grecs appelaient l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Ça veut dire aussi le crime. Et de quoi vient la démesure chez les Grecs? Du pharmacone. C'est ce que nous a appris Jean-Pierre Vernant. Quand on ne prend pas soin du pharmacone, la folie se déchaîne. Et la folie de l'hubris, c'est la barbarie chez les Grecs. La tragédie grecque, ça parle toujours de ça. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte-là, qui est aussi le contexte d'une prolétarisation généralisée, qui fait qu'on perd ses savoir-vivre, ses savoir-faire, ses savoirs théoriques, ses savoirs artistiques. On perd la boule même, ses savoirs politiques. Eh bien, il faut, je crois, entrer dans ce que j'appelle le néganthropocène. Ce que je veux dire par là, c'est que l'anthropocène, c'est une période qui n'est pas soutenable. D'ailleurs, c'est ce que nous disent absolument tous les rapports. Le GIEC nous dit, là, on a 10 ans pour inverser la tendance, mais même plus. C'est insoutenable, l'anthropocène. On ne peut pas rester dans l'anthropocène. Et si on dit que l'anthropocène, c'est l'augmentation de l'entropie, si on dit qu'il faut sortir de l'anthropocène, alors il faut augmenter la négantropie. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, l'entropie et la négantropie? Avant de vous parler de cela, je voudrais vous parler d'un jeune homme auquel je m'intéresse depuis 1 an. Ah tiens, je ne sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Je vous en parlerai après de celui-là. Ah ben j'ai raté le jeune homme, ça c'est dommage. C'est dommage, j'ai oublié de mettre le cliché du jeune homme. Le jeune homme s'appelle Florian. Je ne vais pas vous montrer ce que dit Florian, je vais vous le dire de mémoire. Florian est un jeune homme de 15 ans qui dit en 2005, vous savez, vous
vous, les adultes, vous ne comprenez rien à notre génération. Nous ne rêvons de rien. Nous ne rêvons pas de nous marier, nous ne rêvons pas d'avoir des enfants, nous ne rêvons pas de trouver un travail. Et nous savons que nous sommes la dernière génération. Ou en tout cas, l'une des dernières, ajoute-t-il. C'est ce que j'appelle le franc-parler, la parésia de Florian. Et je dis parésia, c'est pour ça que je présente ce dernier séminaire de Michel Foucault, Le courage de la vérité. Évidemment, dès que vous présentez ce discours de Florian, on va tout de suite vous dire « mais non, il n'est pas représentatif. Si vous faites des statistiques, vous faites un sondage. Allez voir la Sofresse. » Et vous allez aller demander à tous les mômes de 15 ans « alors, qu'est-ce que vous rêvez, vous pensez que vous aurez une famille, des enfants ?» Bien sûr que oui, à 99%, ils vont tous vous dire oui. Parce que vous créez une situation qui ne peut que produire ce résultat. Ça, il ne faut pas que les anthropologues confondent l'anthropologie avec les sondages. Ce n'est pas du tout la même chose. L'anthropologie, ce n'est pas les sondages, c'est Durkheim, c'est Mauss, c'est compliqué. Très compliqué. Ce n'est pas de la quantification, pas du tout. Ça, c'est se vendre à un modèle qui est celui de l'instrumentalisation des sciences sociales, contre lequel a été créé d'ailleurs un mouvement anti-utilitariste des sciences sociales, qui existe, qui a été créé à Caen. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'université est vraiment à la ramasse, comme disent les jeunes gens de l'âge de Florian, et vraiment a totalement perdu son sens critique. En tout cas, Florian, évidemment, si vous allez demander en faisant un sondage, qui est surtout pas ce qu'il faut faire quand vous faites de l'anthropologie, ce que dit Florian, c'est pas du tout ce que dit la majorité des gens, parce que ce que dit Florian, c'est ce que la plupart des gens, comme vous et moi d'ailleurs, nous disons, nous aussi, ce genre de choses. Surtout quand on est des parents et des grands-parents. Et qu'on se soucie, on dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces mômes-là? On se pose tous ces questions que pose Florian, mais on les refoule. On les refoule parce qu'on ne peut pas vivre avec. Et ce que dit Foucault dans ce texte, la parésia, c'est la forme la plus socratique de la vérité. C'est celui qui dit ce que personne ne veut entendre. Et parfois, on le condamne à mort. C'est ce que dit Foucault. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'est mort Socrate. Mais il ne parle pas que de Foucault. Il parle de Solon, par exemple, qui a été accusé d'être fou par ses contemporains, le grand Solon. Ce que je soutiens, c'est que la faculté de rêver éveillé de Florian, car c'est ça que dit Florian, je ne rêve plus éveillé, je ne fais plus de rêve éveillé, c'est-à-dire que je n'ai plus de prétention, je n'ai plus de désir, je ne me projette plus dans l'avenir, parce que je n'ai plus d'avenir. Ce que dit Florian, c'est qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus que du devenir. Et en l'occurrence, un devenir anthropique. L'entropie, c'est ce qui a été théorisé pour la première fois dans ce livre de Sadi Carnot, qui était un physicien qui étudiait la machine à vapeur et qui a montré que, en étudiant la machine à vapeur, en fait, toute énergie était condamnée à la dissipation. Vous avez vu, vous vous souvenez tout à l'heure de ce qu'a dit René Thom sur le rapport entre la masse et l'énergie et la théorie de la matière d'Einstein. Eh bien, le cœur de la théorie d'Einstein, c'est l'énergie. Si l'énergie est condamnée à la dissipation, ça veut dire que l'univers est condamné à la disparition. Einstein lui-même refusait cela. Einstein lui-même. Il y avait des théoriciens qui disaient cela. Bien avant lui, bien avant les années 30. Je dis les années 30 parce que dans les années 30, ça a été attesté par l'observation astrophysique. C'est devenu non pas une théorie, mais un fait observable. Mais dès les années 60 du 19e siècle, 1860, la théorie de l'entropie a commencé à se développer en physique, beaucoup plus loin que ce que dit Sadi Carnot, en particulier en passant par Rudolf Clausius. Et l'entropie est devenue finalement ce qui est à l'origine de ce qu'on pourrait appeler la mort de Dieu, c'est-à-dire la conviction que finalement, non, l'univers n'est pas du tout quelque chose de stable, ce n'est pas la création éternelle du Père Tout-Puissant et bienveillant, c'est un processus qui conduit à l'effondrement de toute chose. Alors ça, c'est extrêmement sombre. C'est le pessimisme fondamental du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle, mais auquel va s'opposer finalement un concept qui va être développé par un physicien, là aussi, mais un physicien qui va dire, mais la vie, est-ce que moi, en tant que physicien et chimiste, je peux penser la vie? Ce type s'appelle Schrödinger.
Et il se demande qu'est-ce que la vie. Et il fait un séminaire à Dublin en 1944. Et il découvre en fait que la vie, c'est ce qui inverse la tendance à l'entropie. C'est la négantropie. Il appelle ça l'entropie négative. On appelle ça maintenant la négantropie. La négantropie a été ensuite étendue au concept de théorie de l'information. Tout à l'heure, René Thom s'en prenait à Shannon, non pas exactement à Shannon, dont il disait tout à fait à juste titre, ce n'est pas une théorie de l'information, c'est une théorie de la transmission. Il a tout à fait raison. Mais il s'en prenait à ceux qui utilisent le concept d'information à tire-larigot, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec René Thom. Pour moi, l'information, c'est un concept creux. Ma grande déception avec Simondon, c'est qu'il n'a jamais réussi à dépasser cela. Et c'est un sujet d'engueulade pour moi avec mes amis simondoniens constants. Quoi qu'il en soit, nous sommes justement aujourd'hui dans ce qu'on appelle les technologies de l'information. Et qu'est-ce qu'elles ont pour caractéristique, ces technologies de l'information? Eh bien, elles ont pour caractéristique de transformer le savoir qui est négantropique. Pourquoi est-ce que je dis que le savoir est négantropique? C'est parce qu'il ne s'use pas. Il lutte contre le devenir. En aucun cas, le théorème de Pythagore a pris une ride. Depuis Pythagore, le théorème de Pythagore est absolument aussi jeune que le premier jour. C'est ça d'ailleurs que Spinoza appelait l'éternité. Et un savoir, si par exemple, je ne sais pas moi, vous allez dire, il y a eu Manet à la fin du XIXe siècle, il y a eu Duchamp au début du XXe siècle. Duchamp en aucun cas ne diminue la puissance de Manet, en aucun cas. De même qu'en aucun cas, un savoir-vivre ne perd sa valeur. Il peut s'oublier, il peut disparaître, mais il ne perd pas sa valeur. Au contraire, c'est ce qu'on appelle parfois, d'un mot que je déteste, le patrimoine. Bon. Les savoirs sont négantropiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'épuisent pas dans le devenir, ils ne sont pas happés par le devenir, ils ne s'usent pas. L'information, elle s'use, pour une raison toute simple, c'est que c'est une marchandise. Et qu'en plus, c'est une marchandise parce qu'elle est calculable. Et seul ce qui est calculable peut devenir une marchandise, parce que pour qu'une marchandise soit une marchandise, il faut transformer la valeur d'usage en valeur d'échange. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les technologies de l'information? Eh bien, c'est une transformation généralisée de la valeur d'usage des savoirs, c'est-à-dire de leur utilité, en valeur d'échange, c'est-à-dire en usabilité, en jetabilité, et qui fait qu'il n'y a plus de savoir. Il y a du pouvoir. Il y a le pouvoir des data, mais il n'y a plus de savoir, c'est-à dire qu'il n'y a plus de négantropie. Et c'est très grave, parce que la disparition de la négantropie, eh bien, c'est la disparition de la vie. C'est ce que nous apprend Schrödinger. Alors maintenant, voyons quelle est la forme de la vie qui est la nôtre. La nôtre, je veux dire, celle de ce qu'on appelle les êtres humains. Moi, je les appelle les êtres non inhumains. Les êtres humains, je n'y crois pas beaucoup. La forme de la vie qu'on appelle l'être humain, c'est ce que Georges Canguilhem appelait la vie technique, et qui est décrite ici pas par Canguilhem, mais par Leroy-Gourhan, comme un rapport organologique entre le poids de silex et le nombre de centimètres de tranchant produit à l'époque d'il y a entre 2 millions d'années et 300 000 ans. C'est-à-dire depuis l'Australanthrope, 2 millions 600 000 ans exactement, et le Néandertal, 300 000 ans avant nous. Là, il y a une transformation extraordinaire qui s'appelle la transformation de l'industrie lithique, du silex taillé. Et cette transformation de l'industrie lithique, c'est la poursuite de l'organogenèse. Qu'est-ce que c'est que l'organogenèse? Ça, je le dis, je m'adresse particulièrement à Igor Galigo, qui a fait une conférence ici hier, mais qui n'a pas pu rester. C'est pour préciser un point de discussion entre lui et moi. L'organogenèse, ça n'est pas du tout ce que je vous montre là. L'organogenèse, c'est ça, qu'on a étudié à l'école. C'est le vivant. Si vous traduisez, si vous lisez l'origine des espèces de Darwin, et même la théorie de l'évolution de Lamarck avant Darwin, ce sont des théories évolutionnistes qui posent que la vie, c'est ce qui s'organise, et ça s'organise à travers des organes. C'est-à-dire qu'une paramécie, un haricot comme celui-ci, un être humain, c'est un organisme, comme l'a appelé Lamarck. Et cet organisme est composé d'organes. Ces organes ont des fonctions. Et ces fonctions fonctionnent à l'intérieur d'un système. Ce système est ouvert. Ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. C'est ce que ne savaient pas à l'époque ni Lamarck ni Darwin, parce que le concept de système ouvert n'existait pas. Alors,
si vous regardez ce haricot et qu'ensuite vous regardez cela, ce que vous voyez là, c'est que tout à coup, il y a 2 600 000 ans, au moins, en réalité ça commence bien avant, mais peu importe, il y a une nouvelle organogenèse qui se produit, qui n'est pas l'organogenèse du haricot, mais qui est l'organogenèse de ce que j'appelle l'exosomatisation. Les organes deviennent hors du corps. Ils se poursuivent, la vie se poursuit par la production d'organes, mais ces organes sont artificiels. Par exemple, ça c'est un chopper qui est en train de tailler un être humain d'il y a fort longtemps, qu'on prendrait certainement pas pour un être humain s'il était dans la salle, parce qu'il fait 1,20 m, il pèse 30 kg, il est très prognate, il a une mâchoire très en avant, et il est très velu. Il ne ressemble pas vraiment à ce que nous sommes, mais pourtant, il dégage, il entame un processus, qui est le processus que j'appelle l'organogenèse exosomatique. Cette organogenèse exosomatique qui produit des objets très variés, très différenciés. Ça, ce n'est pas le début de l'organogenèse exosomatique, ça c'est plutôt l'époque de Néandertal. Néandertal a 300 types de silex taillés différents. Si vous allez au musée de l'homme aujourd'hui à Paris, ou plutôt maintenant, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, au Quai Branly, vous verrez des collections extraordinaires qui ont été rassemblées par André Leroy-Gourhan de tels silex taillés. C'est l'exosomatisation, environ 300 000 ans avant nous, ça, et puis 40 000 ans avant nous, 35 000 ans avant nous, un nouveau type d'exosomatisation qui produit ce que j'appelle des rétentions hypomnésiques. C'est ce que Georges Bataille, que vous voyez là, qui a été pris en photo peut-être par l'abbé Breuil dans la grotte de Lascaux, c'était dans les années 40, appelle la naissance de l'art. Ça nous intéresse. La naissance de l'art qui permet de voir ce que voyaient les hommes de la grotte Chauvet, par exemple. Ça, c'est 31 000 ans avant nous au moins, et nous voyons ce que voyaient ces hommes. Ils voyaient les rhinocéros, par exemple, vous les voyez là. Ils voyaient des lions, ce qui prouve qu'il y avait des lions et des lionnes il y a 30 et quelques milliers d'années dans le sud de la France, bien qu'il y ait de la glaciation, ce qui veut dire qu'il y avait des rhinocéros avec de la fourrure, ça vous le savez peut-être, etc., et que la faune a beaucoup évolué. Mais ce que je veux surtout vous montrer là, c'est que la technique, en fait, l'exosomatisation, c'est ce qui produit une extériorisation de la mémoire. D'abord la mémoire des gestes avec les outils taillés, et ensuite la mémoire mentale, c'est-à-dire la mémoire psychique. Et là, vous voyez ce qu'ont vu ces hommes-là. Et à partir de là, vont se développer toutes sortes de processus qui vont conduire aux idéogrammes, ces idéogrammes à l'alphabet à l'imprimerie, etc., etc. Et finalement, à un processus qui va conduire à l'anthropocène, c'est-à-dire ce dont nous sommes la fin. Je dis bien la fin. L'anthropocène ne peut pas durer plus de 30 à 40 ans, ce que nous dit le GIEC. Donc nous sommes à la fin de l'anthropocène, dernière période de l'anthropocène. Qu'est-ce qui va venir après? C'est la seule question qui mérite d'être posée. Le reste, c'est de la foutaise. Ça n'intéresse personne. Ça intéresse ceux qui ont envie de penser à autre chose. Mais ça, ce ne sont pas des gens qui pensent, ce sont des gens qui fuient les conflits. Alors les conflits, il y en a des conflits. À partir du moment où l'anthropocène se constitue, ça c'est par exemple 1848, Bertrand Gilles nous parle de la révolution de 48 et il dit, Bertrand Gilles, la révolution de 48, c'est pas forcément provoqué par les Lumières et ce qui a été hérité des Lumières et de la Révolution française. C'est d'abord provoqué par le fait que le système technique commence à se transformer beaucoup plus vite que la société et que du coup ça crée des conflits sociaux. Et ces conflits sociaux, eh bien, c'est ce qu'il appelle la tension entre le système technique et les systèmes sociaux. Et il dit l'État national napoléonien va être fondé pour empêcher que le système technique que Napoléon veut développer, c'est l'industrie française, ne détruise la société française. Et depuis 30 ans, avec la révolution conservatrice, on nous dit qu'il faut détruire l'État, il faut détruire la nation, il faut détruire la puissance publique, et il faut laisser le marché fonctionner à plein tube. Ce qui produit des catastrophes où ne sont plus simplement les systèmes sociaux qui sont détruits par le système technique, mais les systèmes écologiques, les systèmes biologiques, les systèmes géographiques, etc., etc. Tout ce qu'on appelle la pollution. Tout ça procède de ce que Bertrand Gilles appelle un déphasage, un désajustement entre le système technique et les systèmes sociaux. Et Gilbert Simondon lui-même dit que l'individuation est produite par un déphasage entre l'individu psychique et l'individu collectif. Et lui-même, ce déphasage entre le psychique et le collectif est
soutenue par les prothèses qui relient le collectif et le psychique. Ce que je soutiens moi-même, c'est que l'histoire, et je prends le mot histoire au sens banal, au sens de Hegel, au sens de Heidegger, de ce que Heidegger appelle la Geschichtlichkeit, c'est un processus de temporalisation qui engendre des époques, une représentation très sommaire que j'ai trouvée tout à l'heure sur le web, très discutable d'ailleurs, mais peu importe, vous voyez que l'histoire s'est faite d'époques, et que ces époques, elles sont toujours liées à des évolutions techniques. Si j'avais le temps, je ferais un commentaire détaillé de tout cela. Je ne vais pas le faire maintenant, je n'ai pas le temps. Ce que je veux simplement dire, c'est introduire le concept d'époque. Qu'est-ce que c'est qu'une époque ? Une époque, c'est ce qui est constitué par le fait que les gens qui vivent dans cette époque partagent les mêmes souvenirs, les mêmes rétentions collectives. Je ne sais pas, moi par exemple, à mon époque, la guerre de 14, j'ai dit ça avant-hier à des amis, moi quand j'étais môme, le 11 novembre, tous nous allions au monument aux morts. Et on voyait les poilus qui étaient encore vivants, avec toutes leurs décorations, et on disait les noms de tous les morts. Et ça prenait longtemps. Ça n'existe plus, ça. C'était une autre époque. Et une époque, c'est constitué par le partage de rétention. On retient des choses, on a une mémoire collective, comme l'appelait Alvax, mais on a aussi des protensions collectives. On croit, par exemple, au progrès. On croit, par exemple, quand je suis petit, moi en 1960, on croit que plus jamais il n'arrivera à Auschwitz, plus jamais on autorisera le racisme, l'antisémitisme, etc. On croit ça. On est confiant là-dedans. On fait de la politique pour ça. On le croit en tant que gaulliste, en tant que communiste, en tant que je ne sais pas ce que vous voulez. Évidemment, il y en a quelques-uns qui ne croient pas. Jean-Louis Tixier-Vignancourt, celui qui a été le parrain de Jean-Marie Le Pen. Mais en général, tout le monde le croit. Ça constitue une époque. On ne le croit pas de la même manière, mais on croit tous. On va vers ce qu'on appelle, par exemple, l'émancipation. Le problème de Florian, c'est qu'il lui manque une époque porteuse d'une protension collective positive. Par exemple, la liberté guidant le peuple. Florian n'a pas d'époque. Il vit dans ce que Maurice Blanchot avait senti venir dans les années 60 et qu'il avait appelé l'époque de l'absence d'époque. Florian, lui, n'est pas dans la projection de la possibilité de l'époque de l'absence d'époque. Il est dedans. Il n'a aucune protention positive. Il ne partage rien avec les autres parce qu'on lui a tout piqué. Et ce qui lui a tout piqué, c'est la disruption. Cette disruption résulte, en fait, si on regarde à l'échelle de ce que je décrivais tout à l'heure en termes d'anthropogenèse, résulte du fait que tout le processus d'exosomatisation est désormais guidé par le marché. Et ça, c'est le projet du transhumanisme. L'exosomatisation a toujours existé depuis l'origine de l'humanité, mais depuis une vingtaine d'années, surtout depuis que Google dit « nous allons maintenant inventer la médecine 3.0 », avec les capteurs et tout ça, plus besoin de médecins, plus besoin de pharmaciens, plus besoin de services sociaux, plus besoin de tout ça, le business planétaire de la santé. Je viens de participer à la rédaction d'un rapport du Conseil national du numérique là-dessus, donc je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Ce processus d'exosomatisation réalisé par le marché s'appelle le transhumanisme. Ça, c'est une façon de voir un organe, celui de la vue, dans le modèle transhumaniste. Et c'est un modèle qui est anthropique et qui conduit à ce que Karl Polanyi lui décrivait aussi comme étant le désencastrement du marché, comme étant producteur d'une entropie massive, c'est-à-dire d'une destruction du vivant. Penser un art de l'hypercontrôle, c'est penser tout ça. Et c'est le penser avec des artistes, avec des juristes, avec des ingénieurs, avec des scientifiques, avec des économistes, des hommes politiques, des entrepreneurs même. Parce qu'il y a plein de gens très bien qui sont du côté de l'économie. Il n'y a pas que des barbares qui veulent tout mettre en l'air. Il n'y a pas que des disrupteurs. Il y a des gens qui se soucient dans le monde économique, qui disent non, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas rationnel, parce qu'effectivement, ça ne l'est pas du tout. Et la raison pour laquelle je combats le transhumanisme, c'est d'abord parce qu'il est irrationnel. Ce modèle-là est un modèle qui produit de l'insolvabilité structurelle, puisqu'il détruit la boucle positive qui avait été instaurée par Keynes dans les années 30 et qui, à travers une redistribution de pouvoir d'achat via l'emploi, permettait la solvabilité du système.
Aujourd'hui, c'est fini avec l'exosomatisation numérique, c'est la robotisation généralisée en réalité, c'est-à-dire que c'est la fin de l'emploi. Et c'est dans ce sens-là que je soutiens qu'il faut s'engager dans le processus d'une négantropie et d'une négantropologie qui se confrontent au transhumanisme pour lui opposer une conception tout à fait différente et qui revisite en profondeur les théories de l'entropie et de la négantropie. Alors, tout ça, ça suppose de repenser les instruments. Parce que l'exosomatisation, c'est la production des instruments. Mes lunettes, mon costard, la table, le micro dans lequel je parle, les mots que je produis même, ce sont des artefacts, c'est-à-dire des instruments. Et je pense que le rôle des artistes, aussi bien que des philosophes et des scientifiques, c'est de penser le devenir des instruments et leur socialisation. Et ça relève de ce que j'ai appelé dans mes travaux depuis très longtemps, depuis le début, et je m'excuse, c'est une expression un peu abstraite, le double redoublement épocal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du mot époké, grec, qui est d'ailleurs l'origine du mot époque. Je soutiens, à la différence des philosophes traditionnels en tout cas, que ce qui constitue les époques, c'est d'abord une époké technologique. Époké en grec, ça veut dire suspension-interruption. Vous avez l'habitude de faire comme ci, comme ça, et d'un seul coup, il y a une époké, on pourrait dire une catastrophe au sens de René Thom, qui se produit. Cette époké interrompt tout ce qui se produisait jusqu'alors. Par exemple, vous aviez l'habitude de cultiver comme ça, puis d'un seul coup, il y a un mec qui invente la charrue. Et il met en l'air tout ce que vous faites. La disruption, c'est ça aussi d'ailleurs, mais à une vitesse foudroyante et à une échelle planétaire. L'histoire de l'humanité est intégralement constituée par de telles époquets. Simplement, une époque de ce type n'est pas autosuffisante. Pour qu'une époque de ce type produise ce qu'on appelle une époque, il faut que, après le premier choc de la transformation technologique qui est l'apparition d'un nouveau pharmacone en réalité, des thérapeutes arrivent. Ces thérapeutes, ce sont les artistes, les médecins, les philosophes, les juristes, qui vont venir produire des circuits de transindividuation en disant c'est comme ça qu'il faut prendre soin de ce nouveau pharmacone et prendre soin de nous-mêmes avec ce nouveau pharmacone. Ça, c'est la question de la production de circuits de transindividuation. C'est ça notre rôle dans les écoles d'art, dans les universités. Notre rôle, c'est d'apprendre à nos élèves, à nos étudiants, à participer, à contribuer à la production de processus de transindividuation, c'est-à-dire à être les acteurs de leur époque. C'est avec eux qu'on peut le faire. Pas simplement pour eux, mais c'est avec eux. C'est par exemple ce que fait Duchamp lorsque tout à coup, il rompt avec la peinture en écrivant, vous ne le savez peut-être pas, parce que les commentateurs de Duchamp l'ont pratiquement jamais dit, à l'exception de Michel Guérin, en écrivant, c'est la prolétarisation des ouvriers qui doit nous faire penser l'art du XXe siècle. Personne n'a parlé de ça, à ma connaissance, chez les soi-disant spécialistes de Duchamp. Pourtant, c'est ce qu'écrit Duchamp au moment où il envoie La Fontaine à New York. C'est aussi ce que dit Godard lorsqu'il crée, avec la caméra 16, un nouveau cinéma. Et là où j'ai trouvé cette image, il y a tout un interview de Godard absolument formidable sur ce que veut dire faire du cinéma à l'époque de la caméra 16 mm. Qu'est-ce qu'il dit Godard? Il dit, vous allez voir, les gens disent toujours on n'a pas les moyens de faire des films, on ne peut pas faire des films parce qu'on n'a pas les moyens, on ne nous donne pas d'argent. Il dit, c'est pas vrai du tout. Avec une caméra 16, vous pouvez faire des films, il n'y a pas besoin de moyens. Il faut surtout avoir des idées, il faut surtout avoir des concepts, il faut surtout avoir du courage. Et c'est comme ça que Godard fait la révolution du cinéma. Alors je m'aperçois qu'il est très tard, qu'il est temps que je m'arrête et que je n'ai toujours pas parlé de Jacques Derrida. C'est embêtant. Je vais essayer de vous en dire un mot quand même. Qu'est-ce qu'a fait Jacques Derrida? Je vous l'ai dit en commençant, il a développé une théorie qui s'appelle la logique du supplément, qui a été exposée dans un livre qui s'appelle De la grammatologie, où il a essayé de montrer qu'en fait, c'est toujours à partir d'un supplément, de quelque chose qui est en excédent, que se produit un processus d'individuation, de temporalisation, etc. Et que c'est toujours dans une logique de la supplémentarité et non pas simplement de l'élément, comme disait Hegel, qu'il faut penser la vie et le savoir. En fait, le supplément relève plus généralement d'un processus. Le supplément, c'est une notion, une entité, disons,
Mais cette entité, elle est constituée par un processus qui est exposé dans ce texte-là, qui est le processus de la différence avec un A. Qu'est-ce que c'est que la différence avec un A? Pourquoi écrire différence avec un A? Eh bien, c'est pour faire entendre avec le A qu'il y a une sorte de participe présent du verbe différer. Et différer veut dire deux choses en français. Ça peut vouloir dire différer dans le temps, dire je reporte à plus tard, une échéance, par exemple, sine die. On va dire le procès a été reporté sine die, on a différé le procès. Ou bien je vais différer ma mort, par exemple. Je vais manger. Je vais travailler pour pouvoir m'acheter à manger. Je vais différer ma mort. Et puis, en différant dans le temps, je vais me différencier dans l'espace. C'est-à-dire je vais différer, je vais être différent des autres. Ce que Derrida a construit avec ce concept de différence avec un A, c'est une notion qu'il appelle de temporalisation et de spatialisation. Je me temporalise en me spatialisant et je me spatialise en me temporalisant. Et c'est le supplément qui produit cette temporalisation spatialisante et cette spatialisation temporalisante. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Eh bien, c'est parce que la trace, qui est un autre grand concept de Derrida, et qui est la question de l'industrie des traces, les datas, ce sont des traces, c'est ce qui doit être pensé avec le concept de différence avec un A. Mais ce concept de différence avec un A de Derrida, il n'est pas suffisant. Parce que Derrida, qui pourtant a étudié Gaston-Gilles Granger, par exemple, qui était professeur ici, à Aix-en-Provence, qui était un type important, un grand penseur de la science, que Derrida cite dans la grammatologie. Bachelard également qu'il cite. Derrida a rejeté toute la théorie de l'entropie et de la négantropie. Or, la différence avec un A, c'est un concept de la négantropie. Pourquoi est-ce que Derrida a rejeté ces concepts? Pour les mêmes raisons que René Thom. Parce qu'il considérait que ces notions d'information qui se développaient avec les sciences de l'information, etc., n'étaient pas très solides, ne tenaient pas vraiment la route, et qu'il s'en méfiait comme de la peste. Je pense qu'il avait de très bonnes raisons de s'en méfier. Mais qu'en même temps, c'est un gâchis monumental, car ce concept d'entropie, c'est le concept central de la physique aujourd'hui, même si les physiciens vous ne diront pas forcément que c'est le cas. J'en reparlerai bientôt à Marseille, si ça vous intéresse, mardi prochain, dans une réunion avec le CNRS, avec des scientifiques, des physiciens et des biologistes. Quoi qu'il en soit, les premiers à avoir parlé de ces questions, en réalité, ce sont Marx et Engels. Le début du marxisme, c'est là, en 1845, l'idéologie allemande. Qu'est-ce que dit Karl Marx avec Engels? C'est que l'être humain est une forme exosomatisée de la vie. Et que dans la mesure où les organes sont artificiels, on peut se les approprier et une classe sociale peut s'en servir pour dominer les autres classes sociales, et que c'est sur cette base-là qu'il va falloir penser le capitalisme. C'est-à-dire que la pensée du capitalisme par Marx et Engels en 1845, c'est d'abord une pensée anthropologique, mais une forme d'anthropologie en rupture totale avec l'anthropologie philosophique d'Emmanuel Kant, avec l'anthropologie classique de Rousseau, etc., etc. Et je crois que c'est la question sur laquelle nous devons nous pencher aujourd'hui pour essayer de penser au-delà de la dialectique de la nature. Je mentionne ce texte parce que je vais faire un séminaire en Chine l'année prochaine, au printemps prochain, sur ce texte-là, parce que la Chine m'a invité à venir enseigner à Nanjing, parce que la Chine essaye de repenser complètement la théorie de l'entropie et de la négantropie de Marx, la théorie de Engels, la théorie de la technique, en s'appuyant sur les penseurs occidentaux, européens, y compris moi-même. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il faut repenser, certains, qui sont des marxiens, si on peut dire chinois, pensent qu'il faut repenser aujourd'hui en profondeur Marx, parce que le capitalisme d'aujourd'hui n'est plus du tout le même, et ils disent que le plus grand capitaliste du monde aujourd'hui, c'est la Chine. Si donc maintenant nous voulons commencer à réaliser quelque chose vraiment intéressant, c'est maintenant que ça va se passer en Chine. Et donc voilà, je vais là-bas en Chine pour essayer de réinterpréter tout cet héritage à la lumière de la différence avec un A, de la théorie de la négantropie que Engels ne connaissait pas. Pas plus que Nietzsche. C'est pour ça que Nietzsche a rejeté la théorie de l'entropie et que Engels fait un usage assez boiteux de la théorie de l'entropie, mais en même temps très intéressant. Il faut le faire à l'époque de la disruption. La disruption étant ce qui est en train de détruire totalement le moral des troupes, le moral de Florian, et aussi le moral de tous ces mômes qui tout à coup se convertissent soi-disant à l'islam et massacrent les gens à la Kalachnikov. C'est ça le projet de l'IRI avec l'école d'art d'Aix-en-Provence. Si ce n'est pas ça, ça ne m'intéresse pas. Merci de votre attention.